Merci bien, merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Chambord, pour l'invitation, Julien Chambord, pour l'invitation. Merci à tous les membres en fait, pour être présents. Je suis Tahar Chouadi et je suis économiste appliqué et je travaille à l'International Water Research Institute. C'est l'Institut international de recherche sur l'eau à l'Université Mohamed VI à Ben Guerir, à l'Université polytechnique Mohamed VI à Ben Guerir. Et donc, je travaille sur les aspects économiques de tout ce qui concerne l'eau et un petit peu de l'agriculture, ici au Collège de l'agriculture et des sciences de l'environnement. Donc, j'ai préparé une petite intervention dans beaucoup de sens, mais cette intervention s'appuie sur le travail qui a été fait par l'équipe de MEDEC et qui s'est focalisé sur le Wi-Fi, qui est le nexus eau, énergie, nourriture et écosystème. Mon intervention, ça va être sur les enjeux environnementaux des économies du Maghreb dans le contexte du changement climatique, impact sur les vivants et sur les ressources. Donc, de premier abord, le problème le problème des I cannot share my screen, can I? Non, je ne peux pas partager mon propre screen. Non. So anyway, la première des choses, c'est que est-ce que je peux partager avec vous? C'est pas grave, je peux continuer sur ce que vous avez. Donc, une vue d'ensemble sur ce que l'on peut faire un petit peu, une vue d'ensemble sur la région du Maghreb et de sa Allez, dépendance. Pardon? chef dit, je vous donne la main, vous partagez directement la Ok, présentation. ok, thank you. Merci à vous, merci à vous. Où est-ce que je peux faire le partage? Ok, donc vous avez mon écran. Ok, merci. Donc, on va travailler sur ça. C'est la Bassa Méditerranée en tout est un hotspot. C'est un point chaud du changement des climats en ce qui concerne les hausses de température, mais aussi des baisses en température. Les pays du Maghreb et du sud méditerranéen en général sont les plus impactés en fait de la région méditerranéenne. Les principaux impacts se voient déjà sur l'eau, sur la terre, sur la biodiversité et sur les systèmes socio-économiques de la région. Donc, il y a des enjeux de taille et on est déjà mis, rien qu'en voyant ce qui se passe déjà dans la région, on est de plein fouet dans les effets du changement climatique. Euh, L'effet du changement climatique, et puisqu'on est en train de parler d'un nexus eau, énergie, nourriture et écosystème, donc on voit que en ce qui concerne l'eau, c'est la région du Maghreb est l'une des plus affectées par la pénurie d'eau. Donc la région a toujours été une région aride à semi-aride, mais avec l'avènement des effets du changement climatique, on est en train de voir et de percevoir qu'il y a des effets encore plus dévastatrices sur les ressources naturelles, sur la ressource en eau. C'est un effet combiné en fait. Il y a la diminution des précipitations et il y a aussi l'augmentation de l'évaporation. La diminution des précipitations, le rainfall qui va diminuer dans la région et dans beaucoup d'autres régions dans le monde, et l'augmentation de l'évaporation parce que la température qui va augmenter. Donc tout ça, ça va se répercuter très négativement sur les ressources en eau et de là sur l'agriculture et l'approvisionnement en eau potable.
En tant qu'exemple, on a ici un schéma qui explique comment ça va se passer. Un petit peu la température qui augmente et ça va entraîner donc la fonte des neiges. Vous avez l'augmentation ou la hausse du niveau des eaux des mers et des océans. Et vous avez aussi l'évaporation qui augmente. Les précipitations qui vont diminuer de 5 à 40%. Donc, dans la région méditerranéenne, il va falloir dire. Et donc, vous avez un ruissellement et un débit de rivière qui va se voir une baisse de 5 à 25%. Et encore, l'effet sur les eaux souterraines, il va être encore plus prononcé avec une baisse de 12 à 58%. Donc, et tout ça sur le côté quantité. Il y a aussi le côté qualité. Donc, le manque ou la moindre dilution va faire que la qualité de l'eau va aussi souffrir des changements climatiques. On donne ici l'exemple de l'Algérie qui est confrontée à la réduction des écoulements d'eau et des dégradations des zones humides, mais ni le Maroc ni la Tunisie ne sont à l'abri de ces phénomènes. En fait, les deux pays, en fait, c'est encore plus grave parce que c'est des pays, comme on dit, pour qui l'agriculture vient en premier ou peut-être mieux comme un facteur clé dans l'économie des deux pays. Donc, on prend ici l'exemple de 4 nappes du Maroc où on voit, et je m'excuse, c'est une figure sur laquelle, grâce qu'on travaille sur pour un petit peu le mettre à jour parce que ça s'arrête sur l'année 2010, mais on voit déjà c'est l'effet de l'utilisation excessive des eaux souterraines et qu'on a une chute prononcée du niveau piézométrique dans toutes ces nappes. Cet effet va en fait s'aggraver avec l'avènement des changements climatiques et déjà on a de sérieux problèmes. On va en parler par la suite, mais on a de sérieux problèmes dans le sens que des nappes dans certaines régions sont déjà, pour certaines agricultures, qui ne peuvent pas utiliser. Une des solutions, et c'est des choix qui ne le sont pas, c'est imposé quelque part, c'est de faire recours au dessalement ou à la réutilisation des eaux usées traitées avec tout ce que ça implique comme coût et comme facture énergétique. Et donc, une solution qui s'offre dans ce cas-là, c'est l'utilisation des énergies renouvelables. Donc, je parlais de la dégradation de la chute du niveau pluviométrique dans certaines régions du Maroc. Et dans la région de Chtuka-Aït-Beha, la chute du niveau pluviométrique a fait que les agriculteurs ne pouvaient plus utiliser l'eau souterraine. Et l'État a intervenu pour donc, développer une station de traitement des eaux salées à Agadir. Et donc, les agriculteurs sont capables d'acheter donc l'eau pour 5 ou 6 dirhams. Donc, c'est une eau qui est un petit peu... Il y a une facture qui est payée par le contribuable, justement, pour avoir ça à 5 ou 6 dirhams. Et donc, c'est en utilisant le dessalement qu'on est en train de résoudre le problème de la surutilisation des eaux souterraines. Euh, Tout en étant dans l'esprit du effet du nexus eau, énergie, nutrition et écosystème, on voit ici comment on a ici c'est une autre carte que j'ai tirée du rapport du MUDEC. C'était dans le deuxième chapitre sur lequel j'ai travaillé avec beaucoup de collègues. Et donc, c'est pour présenter ça dans une forme en effet de cascade. On a le changement climatique qui a des effets sur donc les précipitations et ça enchaîne et met des effets au-delà de l'eau. Ça a un premier effet sur l'irrigation et l'irrigation avec l'eau traitée, sur la biodiversité. Et donc, on finit par avoir des effets du changement climatique sur les ressources en eau qui vont en fait
avec un effet de cascade, avoir des effets sur la santé de l'écosystème, sur la qualité de l'eau, sur la disponibilité de la nourriture et sur l'énergie, sur la disponibilité en énergie. Et donc, on a cet effet de cascade qu'il va falloir toujours garder à l'esprit quand on analyse ces problèmes de changement climatique. Euh, c'est une autre carte que j'ai ici sur un autre paper, en fait, dans un autre paper qu'on avait publié en fait, sur les effets de drought, mais c'est une carte qu'on a tirée de Van Loon fédéral. Et donc, c'est sur les effets un des effets les plus concernants en ce qui concerne le- le- les effets du changement climatique, c'est les épisodes de sécheresse. Et sur les 2 ou 3 dernières années, ou plus, en fait, c'est sur les 5 ou peut-être 7 dernières années, on a eu affaire avec une sécheresse qui encore touche le pays en quelque sorte. Donc, on espère que cette année, on aurait quelque chose de différent. Et bon, le graphe, il parle de ce va-et-vient entre, puis on a une variabilité climatique qui fait que vous avez une sécheresse météorologique, mais cette sécheresse météorologique, elle change en sécheresse hydrologique. Et ça peut aussi changer, on peut aussi engager ou étudier la sécheresse économique en fait. Donc, et il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a des changements d'utilisation du terrain, l'irrigation, les réservoirs pour l'eau et tout ça. Et donc, vous avez aussi des effets, des impacts économiques. Euh, l'autre effet ou l'autre impact des changements climatiques qui est d'une grande importance, c'est l'effet sur les sols et l'agriculture. Donc, les changements climatiques vont accélérer la dégradation des sols et encore plus grave, ils vont accélérer la désertification. Donc, c'est quelque chose qui va mettre en difficulté des pays qui ont déjà des problèmes à s'assurer de leur nourriture et comment dire, de leur sécurité alimentaire ou de leur souveraineté alimentaire. Donc, les terres arables vont être réduites et donc la productivité aussi agricole qui va être touchée parce que la qualité des sols et la fertilité des sols va être amoindrie par les effets climatiques. Ceci est encore plus concernant pour le Maroc et pour la Tunisie parce que c'est des pays où l'agriculture, en fait, est très importante dans l'économie. L'agriculture joue un rôle en ce qui concerne la sécurité alimentaire, en ce qui concerne l'économie, l'activité économique. En ce qui concerne une mine pour l'export, ça permet d'avoir des entrées en devises. Et aussi, c'est parce que c'est un grand terrain, un grand champ d'employement pour les populations rurales qui sont les plus diminuées. Donc, ça peut avoir des effets très néfastes si on ne peut pas gérer ce problème. Sur les solutions, c'est l'adoption de technologies d'irrigation innovantes et de pratiques durables pour l'utilisation des terres. Ces technologies d'irrigation innovantes, en fait, elles permettent d'avoir une meilleure productivité sur l'utilisation de l'eau. Et pour les pratiques durables d'utilisation, ça peut être avec ou sans tillage. Donc, il y a des techniques ou des solutions qui ont été expérimentées et qui permettent d'avoir des solutions. Mais là encore, il y a un grand effort à faire pour les faire accepter par les fermiers et par les populations. En fait, on voit ici un autre effet de cascade et comment les changements climatiques, leur effet sur la productivité économique et sur le prix le prix des denrées alimentaires va affecter l'accès et la disponibilité des aliments. Et donc, et comment par la suite, vous avez des effets en cascade qui vont avoir des effets sur la qualité de l'eau, sur la disponibilité en eau, sur l'écosystème et sur
l'énergie. Donc, on voit encore ces effets en cascade qu'il faut toujours garder en tête qu'on ne peut pas avoir une approche unidimensionnelle quand on étudie les changements climatiques. L'impact sur la biodiversité va être menacée dans deux sens. D'abord par les pertes d'habitat avec les changements climatiques dont on parlait justement, et avec l'avènement de nouvelles conditions climatiques, donc en température et en disponibilité de l'eau. Et ça peut créer, qu'il y ait par exemple, des pestes et des maladies qui vont apparaître. Les risques de migration et d'implication négatives, que ce soit pour les espèces ou peut-être même pour d'autres, et même qui va même aboutir à l'extinction de certaines espèces et qui va affecter ces écosystèmes terrestres et marins. Donc, il y a l'importance des efforts pour la conservation, mais aussi, dans certaines mesures aussi, la coopération régionale et transfrontalière entre les différents pays de la région. Donc, ça aussi, il faut le garder en tête. Donc, les implications socio-économiques, la pénurie d'eau et les effets contribueront à l'instabilité socio-économique. Ceci est très concernant, y compris au risque de troubles sociaux. Il y a des études et il y a des théories qui lient en fait le printemps arabe avec des besoins fondamentaux qui n'ont pas été satisfaits en eau et en nourriture. Ça aussi, par exemple, était lié au choc qu'il y a eu dans les prix de denrées alimentaires de 2008 et tout ça. Donc, il y a cet esprit-là. Mais c'est certain que dans beaucoup de pays, notamment, il y a des études au Maroc qui ont montré qu'il y a toujours des troubles sociaux dans des régions où les populations sont mises à l'épreuve quand il s'agit d'avoir accès à l'eau. Parfois, vous avez des investisseurs et vous avez des promoteurs qui arrivent dans une certaine région, qui commencent donc à entretenir des travaux qui vont avoir des effets sur les eaux souterraines. Et du coup, vous avez un problème de disponibilité d'eau dans les puits de la population et ça peut générer des problèmes donc pour l'ordre social, quoi. Les migrations et les conflits aussi sont des conséquences potentielles de la rareté des ressources. Donc, il va falloir intégrer ces considérations dans les plans de développement, prendre ça en compte et anticiper le plus parce que c'est des effets qui peuvent avoir des effets au-delà de la ressource elle-même. Les stratégies de réponse, et on donne ici des exemples par rapport en fait aux SDGs, c'est les objectifs de développement social donc, de certaines politiques d'adaptation ou de mitigation quand il s'agit de gouvernance, de technologie, de conservation, des solutions qui sont basées sur la nature et des changements d'attitude et de comportement. Donc, parmi les mesures d'adaptation, c'est les énergies renouvelables pour le dessalement, parce que ça permet en fait d'avoir accès à l'eau, mais sans pour autant avoir un carbon print qui est très haut. Utiliser smart agriculture, l'agriculture de l'intelligence, utiliser les technologies qui permettent en fait de conserver et d'économiser l'eau. On parle ici d'un leadership du Maroc. C'est une façon de le dire, mais il y a des programmes nationaux d'économie d'eau et d'investissement en énergie solaire. Je dois dire à ce moment-là que même quand on parle de ça, il va falloir être très prudent. Il y avait par exemple un programme national pour la promotion de l'énergie solaire dans l'utilisation des eaux souterraines. Et quand vous faites ça, ça fait que l'eau, elle coûte
il coûte rien ou il coûte très, très peu. Et donc, ça va, au lieu de régler vous régler le problème de l'énergie, mais vous aggravez en même temps le problème de la conservation. Vous mettez très, très rude épreuve le problème, la conservation de l'eau souterraine. Donc, toujours garder à l'esprit une approche, une nexus quand vous réglez les problèmes d'eau et d'énergie. Il y a ce que vous appelez les spillovers, c'est les externalités, mais pas au sens économique, c'est plutôt au sens d'un secteur vers un autre secteur. C'est une très mauvaise utilisation d'externalités. Donc, vous avez en fait des effets spillover d'un secteur vers un autre secteur. So, et donc, parmi les possibilités d'adaptation, c'est les technologies et pratiques innovantes, la conservation de la biodiversité et la coopération régionale. On a ici un graphe qui en fait présente une idée de différentes, des différentes, des différentes solutions basées sur une certaine classification. Est-ce que c'est des solutions incrémentales? Est-ce que c'est des innovations socio-écologiques ou des changements de comportement? Il se base sur une innovation technologique ou scientifique, ou c'est plutôt des solutions transformatives. Et voilà un certain nombre de solutions qu'on peut utiliser, qui va par exemple ici, par exemple, le deficit irrigation, c'est en fait d'étudier et de travailler sur l'irrigation quand vous n'avez pas nécessairement la quantité et les quantités idéales de l'eau pour la production agricole. Donc, c'est le genre d'utilisation ou c'est le genre de développement et d'études et de recherche, mais aussi d'applications qui permettent en fait une certaine adaptation de l'agriculture. Par exemple, ici, c'est l'usage de la connaissance traditionnelle. Parfois, on a recours à les solutions qu'on a importées, qui étaient peut-être, mais qui ont fonctionné dans certaines conditions, ne sont plus valides et ne répondent pas aux besoins de durabilité. Et donc, il va falloir chercher dans le savoir traditionnel comment ils ont géré ces situations. Donc, je vais rapidement sur les voies à suivre. Donc, la voie à suivre, c'est l'importance d'aborder les dimensions environnementales et humaines des impacts du changement climatique. Combinaison entre l'adaptation et l'atténuation, mais en gardant à l'esprit que la région du Maghreb, elle reçoit de plein fouet les effets climatiques, mais elle ne contribue pas autant au problème du changement climatique. Donc, on est plus des victimes peut-être que de cette situation, mais ça n'empêche qu'on peut toujours le faire dans l'atténuation, dans la mitigation en fait des effets climatiques et on prend en compte les considérations socio-économiques. Et il faut aussi insister sur la collaboration et la recherche, en fait, et baser les politiques locales sur des bases scientifiques, mais aussi sur l'acceptation et l'adoption par les communautés qui sont concernées, qu'il s'agisse du grand public ou qu'il s'agisse, par exemple, des fermiers ou d'autres industries qui sont liées aux ressources naturelles. Le changement climatique présente un grand défi pour la région du Maghreb, mais on peut y voir aussi une opportunité pour la transformation et pour l'amélioration. Il y a nécessité de partager l'information scientifique, mais aussi que cette information scientifique doit être feutrée et doit être dans le sens scientifique, bien sûr, et doit être, comment dire, pertinente. La coopération régionale et les pratiques innovantes sont essentielles pour assurer la résilience et il faut falloir faire à tout le monde qu'il s'agit
de décideurs politiques, qu'il s'agisse de médias surtout, ils ont un très grand rôle à jouer dans ce sens-là, qu'il s'agisse de la communauté des chercheurs, mais aussi de la grande communauté citoyenne, donc ils ont tous un rôle à jouer. Donc, c'est comme ça que je conclue mon intervention. J'ai trois petites questions. Je ne sais pas comment, est-ce que c'est le moment où je dois attendre? Est-ce que je peux aller avec les questions? Ok. Vous pouvez y aller, s'il vous plaît. Ok, merci, Jean. So, lequel des défis suivants est un principal défi posé par le changement climatique dans la région du Maghreb? Et l'augmentation de la biodiversité, l'élévation du niveau de la mer, la diminution des précipitations et l'augmentation de l'évaporation ou la surpopulation? Monsieur Chkadi, vous pouvez répéter la question? Oh, je m'excuse. Donc, je demandais là lequel des défis suivants est un des principaux défis posés par le changement climatique dans la région du Maghreb. A, c'est l'augmentation de la biodiversité. B, c'est l'élévation du niveau de la mer. C, c'est la diminution des précipitations et l'augmentation de l'évaporation. Ou D, qui est la surpopulation. OK. Est-ce que je donne la réponse sur place? Oui. Donc, la réponse, c'est C. C'est la diminution des précipitations et l'augmentation de l'évaporation. C'est un des sérieux problèmes que tous les pays de la région vont devoir faire face. En fait, l'élévation du niveau des mers va être un grand problème dans certains pays, par exemple le Bangladesh. L'augmentation ou plutôt le problème avec la biodiversité par l'augmentation, ça va être un problème dans d'autres pays. Mais pour la région maghrébine, ça va être la diminution des précipitations et l'augmentation de l'évaporation. Et c'est très difficile de croire les prédictions et elles ne sont pas bien pour la région. Donc, et j'en passe. Je passe à la deuxième question. Quelle est la caractéristique climatique de la région du Maghreb? A, c'est climat tropical avec de fortes précipitations. B, des conditions semi-arides à arides avec des ressources en eau limitées. C, climat polaire avec des paysages glacés. Et D, des conditions tempérées constantes tout au long de l'année. OK, you got it right. C'est des conditions semi-arides à arides avec des ressources en eau limitées. Merci, madame. Je crois que c'était une boîte. Je m'excuse. OK. Que signifie l'acronyme WEFE-NUCSIS? Eau, énergie, alimentation, écosystème. B, faune, environnement, forêt, énergie. C, météo, énergie, alimentation, écosystème. D, eau, environnement, alimentation, énergie. Je répète, que signifie l'acronyme WEFE-NUCSIS? A, eau, énergie, alimentation, écosystème. B, faune, environnement, forêt, énergie. C, météo, énergie, alimentation, écosystème. D, eau,
environnement, alimentation, énergie. Almost, presque, en fait, c'est eau, énergie, alimentation, écosystème. C'est presque, c'est presque vrai pour D, c'est un seul mot qui n'y est pas. Mais oui, donc je n'ai pas. Si vous avez des questions, j'espère que je vais être capable de répondre. Merci beaucoup, merci. Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon fin d'atelier pour tout le monde. Merci. Je fais Adi, vous m'entendez? Oh, oui, je disais merci à vous, merci à vous, merci à vous. Donc, je vous remercie beaucoup Oui, à vous et à toute la tendance. Yeah. Une question? Adi, vous entendez? J'entends pas, s'il vous plaît, si vous pouvez, si vous m'entendez, si vous pouvez écrire les questions parce que j'entends avec écho. Ah oui, pour coopération régionale, merci beaucoup pour la question, c'est intéressant. Pour coopération régionale, quand il s'agit, Amine, surtout pour la biodiversité, et ça peut être régional dans le même pays, mais ça peut être encore entre les différents pays. Par exemple, pour les oiseaux, pour les autres animaux qui ne peuvent pas, qui ne sont pas nécessairement, qui ne vivent pas nécessairement dans un seul pays mais qui se déplacent dans une région transfrontalière. Donc, dans ce sens-là, il va falloir avoir une coopération régionale. On peut aussi engager dans une coopération régionale quand il s'agit de grands problèmes de toute la région, par exemple le problème de la désertification. Donc, c'est des problématiques connectées et c'est des problématiques où il ne suffit pas de résoudre le problème chez soi, et il va falloir avoir une approche régionale. L'attaque par les pestes et tout, ça aussi, on peut engager dans une collaboration régionale pour faire face à ça, parce que parfois, c'est la meilleure façon en fait de le faire. J'espère que j'ai répondu à votre question. Vas-y. Bonjour, moi j'avais une question. Monsieur? C'était par rapport à l'utilisation dans les pays du Maghreb des ressources hydrauliques pour une meilleure utilisation dans l'agriculture. Je sais que le Maroc, par exemple, a décidé de limiter la production de la tomate, je pense, justement pour limiter la consommation d'eau. Est-ce que vous pensez que ça rentre comme des actions un peu de changement climatique qui sont prises en compte de plus en plus par les autorités? C'est des décisions qui se prennent parfois mais de façon limitée, mais au Maroc, c'était plus l'effet de sécheresse donc, mais la production de tomates dans certaines régions est très importante pour l'économie locale. Donc, parfois, ce qui arrive, c'est pas nécessairement arrêter la production de la tomate, c'est surtout là pour, un petit peu utiliser comment dire, des taxes sur l'export pour en fait, c'est arrivé, des taxes sur l'export
pour un petit peu garder le plus de tomates qui est destiné à l'export au pays, parce que autrement, ça va pas être, il va pas être capable pour la plupart des gens de se le permettre. Donc, euh, et il y a des utilisations, il y a ce genre de politique. C'est pas, comment dire, il n'y a pas d'études, en même temps, il n'y a pas d'études pour évaluer ce genre d'études, ce genre de décision, ce genre de politique. Et il n'y a pas d'études pour avoir, en fait, s'ils sont efficaces et si, en fait, la validité économique de la chose. Mais au point de vue de sécurité alimentaire, ils sont très efficaces en ce qui concerne s'assurer que des gens avec comment dire, un pouvoir d'achat qui est limité puissent partager ça, puissent survenir à leurs besoins.